Vincent Parera, rebonsoir. Vous avez fondé donc l'agence AAVP en 2001. Vous avez conçu beaucoup de logements, tiens, puisqu'on parlait de logements à l'instant, notamment pas mal à Paris, beaucoup pour la RIVP, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas des constructions toujours assez remarquables. Et quand on vous a demandé comment est-ce que vous voyez la ville de demain, vous nous avez répondu PMU. Alors là, on s'est posé la question. Est-ce que tout va bien? Est-ce que on a bien compris? Est-ce que notre question a bien été comprise? Oui, oui, notre question a bien été comprise. C'est qu'avant de parler de la ville de demain, vous voulez nous parler de la ville d'aujourd'hui. Et vous vouliez nous parler d'une autre partie de votre travail qui est évidemment majeure, qui est la mise en œuvre de toutes ces questions sociales. Et donc pour vous, ce qui importe dans la ville d'aujourd'hui, et donc qu'on devrait retrouver absolument dans la ville de demain, c'est le lieu de sociabilité, le PMU. Quels sont-ils ces autres lieux de sociabilité qui vous sont chers? Je pense qu'elles nous sont chères à tous, architectes. On le voit bien dans le travail de la Caton-Vassal. Il y a évidemment l'architecture comme faire œuvre d'architecture, mais surtout de penser à ceux qui y vivent. En tout cas, nous, on est quand même des êtres vivants. Il manque, quelle que soit l'échelle, alors c'est pour ça que sur la présentation qui défile, on a volontairement présenté des projets d'extension, et de réhabilitation et de construction neuve, qui sont aussi sujets à critique. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir évoquer dans quelle mesure la ville de demain, elle peut se construire. Alors c'est vrai qu'on a tous évoqué un certain nombre de positions, voire d'imaginaire. Et en fait, moi, je m'interroge toujours sur le contexte dans lequel on vient s'inscrire. Moi, je ne fais pas de musée, je ne travaille pas sur des plans d'urbanisme de villes nouvelles, anciennes. Moi, on m'appelle parce que je gagne des concours sur des petits centres culturels, on m'appelle pour un marché privé, pour une extension, un groupe scolaire, des retail parks ou dits centres commerciaux. Et donc j'ai un sujet à débattre avec moi-même déjà, intellectuellement, socialement, et je me dis où est la place de l'humain là-dedans et qu'est-ce que l'on peut rajouter à ce que le lieu que l'on va développer ou créer, quel que soit le programme, puisse amener à plus d'humanité. Alors évidemment le jeu du PMU c'est assez simple, c'est que on a beau traverser un certain nombre de villes de France, tu veux un lieu un peu allumé dans le bon sens du terme, très tôt le matin, qu'est-ce qui est allumé? C'est un PMU, c'est le petit bar tabac. C'est-à-dire que c'est le vrai lieu de sociabilité d'une ville, même encore à Paris. Quels que soient les changements de propriétaires qu'on ait pu avoir ces derniers temps dans Paris, c'est toutefois le lieu où tout le monde se retrouve. Alors on le regarde un petit peu d'un œil ringard, ouais, ça pue la clope, ouais, les gars ils sont là, mais c'est là que tu rencontres les boueurs, le mec comme moi, ton voisin, ou parfois des gens que tu vois jamais. Et je trouve que dans toutes ce que tu évoquais tout à l'heure par rapport à tout ton travail depuis une vingtaine d'années, tous ces nouveaux lieux, pour qu'ils évitent de se finir en carreau de plâtre, c'est vrai qu'on ne pense pas à faire venir un PMU au pied d'un bâtiment de logement à 50 mètres d'une école. Mais pourtant, la ville, elle a été faite comme ça. Alors, c'est pas dans un esprit nostalgique que je dis ça. Je dis juste qu'il y a c'est des supports qui, toutefois, résistent et sont aussi résilients. Tu sors de ce lieu-là, tu vas en face bouffer une crêpe, tu auras toujours un lieu pour te vendre un paquet de clopes. Ces petits lieux qui font le commerce de ce quotidien, j'ai hélas un petit peu de difficulté à les retrouver dans nos nouveaux projets. Et pour rebondir sur la première question qui avait été posée, ce sujet des réinventer, mais peu importe le propos, c'est là où il était intéressant de pouvoir amener autre chose qu'un réparateur de vélo, qu'un coworking à la Mort-Moelneux qui va faire que tu as l'impression que c'est hyper branché chez toi, tu n'as même pas de quoi bouffer le soir. Je trouve que, je ne sais pas si le PMU peut résoudre ça, mais cette idée de retrouver des lieux de sociabilité qui regroupent tout le monde, c'est aussi ce que l'on essaye de retrouver dans des logements sociaux où on retrouve une cuisine commune, un espace commun,
ces petits lieux qui font l'attachement et l'humanité. Pour moi, voilà, ça me manque un peu. On essaie de le proposer dans nos projets. C'est pas tout le temps bien accepté. Donc on essaie de transformer le PMU en cette permission de muter l'urbanisme, pas qu'on nous impose, mais qui est un petit peu cette feuille de route. Tu évoquais les ZAC, c'est un peu des fois difficilement acceptable quand tu regardes le programme. Donc, mais justement, alors comment est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir réussi parfois à imposer, alors encore une fois, pas forcément le PMU, mais ce petit lieu en plus dans le cadre d'une fois où vous avez été sollicité sur une ZAC, ou alors, mais pas forcément que des ZAC d'ailleurs, même dans un tissu existant, comment est-ce que vous arrivez à très concrètement, où est-ce que vous le mettez ce petit... Alors, j'ai hélas jamais réussi à mettre un PMU au pied de mes bâtiments, mais je ne... Vous avez encore une longue carrière devant vous, Vincent Parera. Mais au même titre que la démarche de la Caton-Vassal et ce que présentait Julien sur construire ici et maintenant et donner plus dans un bâti existant, lorsque nous on travaille sur des logements, que ça soit en accession aux sociaux, le thème du hall d'entrée est assez récurrent. Plus tu le fais petit, plus il est pourri avec des matériaux nazes, c'est super pour le promoteur. Je parle bien du promoteur. Mais quand tu rencontres le bailleur social, où tu as peut-être de la chance d'en avoir rencontré des gens un peu pertinents, on t'amène toujours la même histoire. Vaut mieux que tu mettes un carrelage un peu moyen, le faux plafond classique de chez Mémé, et puis la lumière, si elle est nulle, c'est bien. Si elle ressemble à un éclairage de garage, c'est encore mieux. Et notre travail, en tout cas, et je ne suis pas le seul, et c'est heureux de le savoir, c'est de se dire que le premier point d'entrée du logement, c'est ton hall d'entrée, c'est ton chez toi. Tu es fier d'être là, tu es fier de donner ton adresse pour se dire que ce lieu est ouvert sur l'extérieur. Donc notre travail, en tout cas celui que nous arrivons à concrétiser, c'est d'offrir des halls d'entrée ouverts sur l'extérieur, extrêmement généreux, avec des matériaux extrêmement nobles, pérennes, et qui font que ce lieu dépasse l'attente du simple cadre du programme qui t'est donné. Si on arrive à ce résultat, pour moi, c'est déjà une étape extrêmement réussie. Et ça remplace mon petit PMU du coin, mais en tout cas, on sait que les gens qui se rencontrent sont ouverts sur l'extérieur, c'est une lumière qui s'affiche, c'est l'animation du rez-de-chaussée d'un bâtiment, puisque les commerces ont disparu. Si le hall d'entrée est derrière 50 grilles, 22 digicodes, et que tu n'offres qu'à tes habitants la vue sur ta cour, où évidemment l'intérêt de planter un arbre, il est limité à 0. Alors je suis un peu pessimiste, mais je travaille pour beaucoup de bailleurs sociaux, des promoteurs, et c'est vrai que arriver à ce que vous faites, vous, la vache, quoi. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de pédagogie pour simplement offrir 5 mètres carrés de balcon. Je parle de moi, 5. Vous en faites 25 ou 15 minimum. C'est une bataille à tenir. Donc voilà, le premier point, c'est ce lieu de l'humanité entre la rue, ton immeuble, bien être accueilli pour soi-même, se respecter les autres et offrir... oui, cette richesse qui, je trouve, se perd beaucoup, en tout cas. Mais alors, si vous dites que c'est pas toujours de l'intérêt de la personne que vous avez en face de vous, comment est-ce que vous arrivez quels sont les arguments que vous arrivez à faire valoir, et je pense peut-être à nos deux étudiants qui sont sur scène, ça serait intéressant pour eux, qui vont demain rejoindre le quotidien, sans doute, des architectes. Aller travailler chez la Caton-Vassal. Ouais. Je pense que c'est le mieux, quoi. C'est les architectes qui ne sont trop peu évoqué, parlé. Voilà, quand on se dit qu'après ce que vous avez fait, on ne vous rappelle pas derrière, pour moi, c'est un désespoir. C'est un pur désespoir. Moi, je ne me fais pas du Caton-Vassal. Je ne sais pas en faire. Mais je veux dire, ça n'enlève en rien que tu n'as pas les mêmes ambitions d'apporter le mieux. Il y a Monsieur Rubin qui est là devant moi, et je sais qu'il a aussi une démarche très accentuée sur ces petits espaces en plus que tu offres à ceux qui vivent. La démarche de convaincre un promoteur ou un bailleur, il y a une certaine confiance, une certaine provocation,
des documents masqués. Et, parce qu'à un moment, si tu rentres dans le budget, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent t'emmerder? Tu vois. Mais ce qui est difficile, c'est que si on s'arrête là, c'est dommage. C'est comment ces lieux peuvent continuer à vivre, comment ces lieux, dans les espaces extérieurs que vous faites, peuvent fédérer, c'est-à-dire éviter que ça devienne je sais pas, un dépotoir d'IKEA recomposé, et un vrai espace de lieu. Ça veut dire qu'il y a aussi une pédagogie pour nous, architectes, d'apporter aux commanditaires les véritables atouts de ces espaces-là. On voit passer depuis tout à l'heure des images de quelques-uns de vos projets. Et il y en a un notamment dont j'ai envie de vous parler, vous me voyez venir avec mes gros sabots, Vincent Parera, c'est le centre commercial L'Atoll. Donc c'est juste en banlieue d'Angers, si je ne dis pas de bêtises. Vous nous parlez de lieux de vie, de lieux de rencontre. C'est exactement ce qu'on reproche aux centres commerciaux, c'est de tuer ces lieux de vie-là. Et pourtant, vous avez quand même... d'ailleurs, je ne sais pas si c'était un concours. En tout cas, vous avez participé à la conception de l'un d'entre eux. C'était quoi? C'était l'envie de changer la chose de l'intérieur et de se dire, bon, autant que je le fasse moi du mieux que je peux, plutôt que de laisser à quelqu'un d'autre qui... Voilà. Alors, l'Atoll, c'est un concours national à l'échelle de... enfin presque européen même, puisque c'était des concurrents européens en face à nous. Mais juste avant de rentrer dans le sujet de l'Atoll, qui est le sujet aussi soit de déboire ou soit de jalousie, il y a eu une désertion de nos centres-villes, mais la faute à qui en fait? C'est de ma faute que le centre-ville, le boulanger, on ne veut pas renouveler son bail, parce que justement on trouve qu'un boulanger ça ne marche pas très bien ou que c'est plus au goût du jour. On a une chance parce qu'on vit à Paris ici et qu'il y a une transformation autour des commerces de bouche qui je trouve, redevient un sujet intéressant, mais les centres-villes se sont évidemment désertés. Je ne sais pas la faute à qui, à l'économie, à ces sujets où valoriser les logements, tu évoquais tout à l'heure que dans certains centres-villes, les logements étaient tout petits, donc ça n'intéresse pas les familles qui veulent se retrouver un peu plus loin, donc ça dégrade la capacité commerciale de certains centres-villes, que je connais parfaitement pour être issu d'une banlieue parisienne et de l'avoir vu se dégrader constamment, se dégrader même par la commercialité qui est offerte. Est-ce que c'est le responsable politique là-dessus? Donc, de ce sujet-là est né, mais c'est pas nouveau, les centres commerciaux ont 50 ans en France. Je crois que les plus vieux ont 54 ans, donc c'est une volonté d'offrir, en tout cas aujourd'hui, par rapport à ce projet qu'on évoque sur l'Atoll, un complément commercial dans un dispositif spatial nouveau. Alors nous, évidemment, nous n'avions jamais construit aussi grand, mais le challenge était alléchant. Pourtant, la question s'est aussi posée sur nous. Est-ce qu'on est capable, nous, architectes et un peu humanistes, que je me considère, construire sur des terres fertiles? Est-ce que moi, j'ai le droit de faire ça? Alors je peux dire, je claque la porte, je dis allez vous faire voir, moi ça jamais. Bon, c'est pas le sujet dans lequel nous on s'est intégrés, puisque ce lieu était absolument pas exploité, était impossible, était ciblé comme un lieu commercial. Et alors là, qu'est-ce que l'on fait pour que ce lieu puisse changer d'image par rapport à tous nos centres commerciaux? Donc c'est l'enjeu qu'on s'est nous donné. La désertion, entre guillemets, des centres-villes et de cette attractivité, c'est, hélas, transposé avec l'intelligence de certains promoteurs, donc en l'occurrence celui-ci, de se dire, même si le centre-ville pour lui a une valeur qui lui est très chère, comment ces lieux, tu évoquais des boîtes de conserve, pendant 40 ans, des mecs se sont des boîtes à chaussures. Enrichis, des boîtes à chaussures, se sont enrichis sans jamais rénover leur lieu. Ce promoteur investisseur arrive, se dit la donne doit changer. Pourquoi? Il faut encore considérer que ces gens, ce sont des pauvres qui doivent aller dans des lieux pauvres, parce que plus tu dis que c'est pauvre, moins c'est cher. Voilà, c'est quand même la politique qu'on a vécue pendant 45 ans. Là-dessus, le débat a changé. En tout cas, il a fait changer les curseurs. Nous, unilatéralement, on n'a pas voulu, sans rentrer dans ce détail-là, on s'est dit que ce centre commercial, c'est comme des logements. Pour nous, c'est un équipement. Un logement, pour moi, c'est un équipement public. Une médiathèque, c'est un équipement public. Mais le logement aussi, c'est un équipement dans une ville, c'est un
un objet d'utilité sur lequel on doit avoir plaisir à fréquenter, même si tu vends des chaussettes à 2 € le kilo. Alors peut-être justement dans la minute 30, dans la minute 20, dans la minute 15 qui nous reste, justement l'atoll en question, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre démarche qui est un peu particulière? C'est une intégration dans le site assez remarquable. C'est peut-être le premier point, j'imagine. Oui, alors le sujet là-dessus sur l'atoll, c'est qu'on a considéré, en tout cas au stade du concours et de sa réalisation, qu'il n'y avait aucune enseigne possible sur le bâtiment, sauf une, le nom du bâtiment, l'atoll, que le terrain qui nous était offert nous intéressait fortement, donc on a réalisé un clos qui est représenté par un bâtiment métallique, comme on voit ici, 12 mètres de haut, puisque c'était le PLU, 1,5 km de circonférence, 3 portes d'entrée où les gens venaient s'engouffrer soit dans du parking, soit dans un parking aérien, un parking enterré ou un parking aérien central arboré. Au terme de paysage, ça fait maintenant, on l'a livré en 2012, il y a une forêt à l'intérieur de ce bâtiment qui a pris un essor considérable. Et ce qu'on a voulu, c'est que chaque commerce se regarde entre eux, mais absolument pas regarde l'extérieur. Alors évidemment, c'est une posture assez forte, mais on s'est dit que face à ce phénomène du retail, s'afficher comme avec des enseignes à la Las Vegas nous semblait pas opportun. Donc on s'est dit, de loin, puisque c'est plutôt un bâtiment que l'on aperçoit de loin, il doit se définir presque comme une sculpture du land art. J'extrapole, mais vraiment dans notre réflexion, c'était ça. Et tout se passe à l'intérieur, autour d'une sorte de mall d'1 kilomètre, où les gens se déplacent à pied ou en minibus électrique. Tout ça, ça a été inventé, mis en place avec l'investisseur au fur et à mesure de nos données. Et l'ensemble des trafics de livraison se font dans cette première peau que l'on voit derrière, qui ne perturbe personne, même pas le voisinage, hormis les accès, entrées et venues de ce lieu. Eh bien, merci beaucoup, un projet remarquable là encore, et je pense qu'on peut vous applaudir, Vincent Parera.